Voilà de retour à Virage 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook pour nous poser des questions. Jacques, on a quand même passablement de questions. On va commencer avec une facile. Éric qui nous demande un Honda Accord Cross Tour 2011. Cross Tour, là, c'est le Honda Accord à haillons, 4 roues motrices. 160 000 km propres, les freins neufs, les pneus neufs. On en demande 12 500. Est-ce que c'est un bon achat? Moi, je pense que oui, c'est un bon achat. Absolument. Et c'est un véhicule qui ne s'est pas vendu à grande diffusion, mais c'est un véhicule qui était agréable à conduire. On aimait ou on n'aimait pas, c'est une question de goût. Mais ceux qui aimaient ces types de véhicules-là, allez-y, 12 000 là, c'est... Et l'achat est chez un concessionnaire Honda en plus. Ça, c'est important de le mentionner. Donc, j'imagine qu'ils l'ont inspecté, vérifié et tout. Ouais. Mais si vous pouvez négocier 1 000 $, je ne serais pas contre. Peut-être. Mais il y a peut-être des fois des garanties ou autres qui se rajoutent à ça et qui peuvent prendre ce montant-là puis ajouter ça sur le véhicule. Le prix semble correct. Le prix semble correct, mais négocier un petit peu, là. M. Blouin, lui, il regarde... Non, M. Nadeau, il regarde pour un RVR neuf. Il ne fait pas beaucoup de kilométrage par année. Est-ce que c'est un bon choix? Un véhicule garanti 10 ans, 160 000 km à la base, c'est difficile de ne pas recommander. La seule chose que je vous demande, c'est de vérifier le prochain... Allez voir le prochain RVR 2019. On change passablement le devant, l'arrière, l'intérieur. On fait un rafraîchissement au RVR. Alors, il faut qu'il y ait une différence de prix notable entre le modèle actuel et le modèle, donc le futur modèle, pour que ça vaille la peine. Si ça ne vous dérange pas, le style, bien, celui qui est là, c'est fiable, puis on n'entend pas parler du RVR. Jamais. Mais dépendamment à quel moment le 2019 va sortir. Parce que le RVR, actuellement, si on en a besoin, c'est là, et c'est le 2018 qui est là. Tu as raison là-dessus. Oui, c'est vrai. Mais c'est tannant. Des fois, c'est plate de ne pas le savoir. Le modèle change. Tu achètes ton véhicule, puis là, quelques mois après, il arrive avec un nouveau modèle, puis le tien est déjà... Tu avais raison, Daniel, de parler de ça. J'avais raison aussi. Hein? On a raison tous les deux. Quand on a raison tous les deux, ça va bien. Monsieur Leduc, là, la question est bonne. La fameuse guerre RAV4 CR-V. Puis là, il nous dit, il faudrait trancher, c'est qui le meilleur entre le RAV4, le CR-V, puis qui a le meilleur système de 4 roues motrices. Il veut le savoir une fois pour toutes. C'est pas aujourd'hui qu'il va avoir la réponse. Non. Claire, en tout cas. Oui. C'est deux bons véhicules. C'est deux excellents véhicules. Une chose est certaine, c'est deux véhicules aussi qui ont une bonne valeur de l'achat. Je crois, personnellement, que le Toyota RAV4 a une longueur d'avance au niveau rendement en général et au niveau valeur de rachat, qui est définitivement la plus élevée de ces deux véhicules-là. Mais ça ne veut pas dire que le CR-V est vraiment moins bon. C'est juste qu'il y a une petite différence et que, encore une fois, quand on regarde partout ce qui se passe au travers le monde et qu'on voit tous les véhicules, c'est généralement du RAV4 qu'on voit ou du Toyota, en tout cas. C'est deux des meilleurs. Par contre, je suis d'accord avec toi pour que le RAV4 a une petite longueur d'avance. Puis la raison pour laquelle il me fait hésiter, je ne suis pas certain du choix de motorisation de Honda avec le nouveau CR-V. Le 1.5, tu as un super petit moteur, mais tu as 1.5 turbo. Est-ce qu'à long terme, ça va demander un peu plus d'entretien? On va le voir. L'avenir va nous le dire. Moi, je pense que oui. Et ça peut faire en sorte que le CR-V va valoir peut-être un petit peu moins que le RAV4. Parce que dans la qualité de construction, qualité de conception, rendement du véhicule, on est vraiment proche. L'espace, même le CR-V au niveau des sièges magiques, lorsqu'on rabat les sièges, qu'on joue avec les sièges, il y a une longueur d'avance, le côté pratique. C'est pas dur. C'est plutôt dur. Oui, mais au niveau de traction, un ou l'autre, lequel on prendrait, on a déjà essayé des véhicules Toyota dans le sable, dans des côtes, etc. Toyota avait une longueur d'avance au niveau de traction dans ces conditions-là. Alors, pour le système de 4 roues motrices, tu as raison. Robert, il nous dit, Renault, Nissan, Mitsubishi, maintenant qui sont ensemble, est-ce qu'on peut s'attendre à voir arriver des véhicules hybrides et électriques chez Nissan, donc reprendre la e-MiEV? J'espère que non.
Ben, On recommence. on devrait voir arriver des véhicules, oui, hybrides et branchables du côté de Nissan, Renault et Mitsubishi, mais j'espère qu'on va envoyer la e-Mièvre aux oubliettes. C'est un exercice, je pense, la e-Mièvre. On l'a essayé, c'est un petit véhicule, mais c'est plus au goût du jour. Donc, il faut arriver avec de nouvelles affaires. Renault, et on a annoncé, je pense, ces 4 plateformes électriques hybrides du côté de Renault, Nissan, Infiniti. Renault travaille déjà sur des véhicules électriques en France. Et Nissan Renault, étant le même manufacturier, ils vont pouvoir justement avoir ces composantes-là pour mettre sur les produits qui vont être vendus ici, qui portent le nom Nissan. Mais au Salon de l'Auto de Los Angeles, on avait mangé avec les gens de Nissan, les hauts dirigeants de Nissan, et ils nous ont assuré une chose, c'est que oui, Renault, Nissan, Mitsubishi, Infiniti sont ensemble maintenant. Sauf que vous ne verrez pas ou jamais de véhicule. Ils vont pouvoir utiliser les mêmes motorisations, mais jamais un véhicule, ils vont prendre un Nissan puis ils vont mettre un logo Mitsubishi. Non. Fait que ça n'arrivera pas. Les divisions restent quand même indépendantes, mais ils vont pouvoir piger des composantes mécaniques ou des plateformes, mais ça va rester quand même une conception Mitsubishi ou une conception Renault, une conception Nissan, mais on va pouvoir avoir des moteurs qui vont s'entrecroiser. Puis c'est déjà le cas là, dans plusieurs manufacturiers. Alors, c'est l'avenir. Madame Thibault demande, elle regarde pour une Kia Forte 2017-2018. Elle sait qu'il y a des problèmes de motorisation. Est-ce qu'elle peut faire confiance à ces années modèles-là? Je pense que oui. Si jamais il y a quoi que ce soit, présentement, lorsque du côté de Hyundai ou du côté de Kia, il y a un problème de motorisation, si vous entendez du bruit avec votre moteur, allez chez le concessionnaire, ils vont refaire le moteur sans aucun problème. Au tout début, ils ne se sont pas aidés parce qu'ils demandaient les entretiens puis ils essayaient de faire passer une partie de la facture au client. Là, maintenant, c'est réglé. C'est arrivé à quelques manufacturiers, ce qui ils montaient des pistons trop gros, si on veut, pour le cylindre et que ça claquait à froid et il y avait des bruits et les manufacturiers, ils ont changé. C'est arrivé que ce soit chez Honda, Mercedes, le sont actuellement dans ce problème-là. Alors, d'autres manufacturiers ont vécu ça auparavant. Volkswagen a vécu ça pendant des années. Les pistons, on les entendait claquer lorsqu'on démarrait le problème de Kia Hyundai, c'est le fournisseur. Donc, c'est dans un processus de fabrication. On était débordés, on a envoyé fabriquer des moteurs à l'extérieur et ça a causé le Et les nouveaux moteurs n'ont plus ce problème-là? Non, ça semble que c'est réglé. Ouais. Mais seul l'avenir va nous le dire. Là. Ah, c'est ça. Longtemps, du côté de chez Subaru, on nous a dit que c'était réglé. Puis que ça consommait plus d'huile, puis que ça claquait, puis ça revenait, puis ça revenait. Donc, on va le voir ou on va le croire quand on va le voir dans quelques années. Avec le kilomètrage. Bonne remarque et bonne question de M. Bouchard qui dit les piles au lithium-ion, est-ce que ça peut avoir des problèmes pour la santé? Est-ce qu'il y a des études concernant les problèmes pour la santé? Puis, est-ce que c'est écologique des recycler? J'aurais pas été capable de répondre à cette question-là avant d'avoir été à l'IREC, au Centre d'Hydro-Québec, où on voit toutes les recherches qui sont faites concernant les piles lithium-ion. D'ailleurs, Hydro-Québec sont les leaders de la recherche sur les piles lithium-ion. Et c'est pas fini. Si vous avez écouté l'émission la semaine dernière, vous avez vu à quel point on a des brevets du côté d'Hydro-Québec et à quel point on fait de la recherche. Donc, je suis persuadé que le recyclage se fait de bonne façon. Je vous dis pas qu'il n'y a pas du monde ou il n'y a pas des pays à travers le monde qui ne feront pas du mauvais recyclage des batteries ou d'un mauvais usage de recyclage de vieilles batteries, mais dans les pays modernes, je pense que ça va bien se faire. Ça devrait. En tout cas, c'est suggéré de le faire, c'est suggéré de les déposer aux bonnes places. C'est un peu comme n'importe quelle autre batterie, c'est qu'il y a des places pour les déposer ou les échanger. Moi, je crois que oui. Et ici, en Amérique du Nord, on devrait être bien protégé contre ça. Oui, puis pour les problèmes de santé, il y a tellement de recherches. Il y a des recherches là, au quotidien. C'est tout le temps la recherche. Alors, et ça se fait ici au Québec. Donc, moi, je suis vraiment pas inquiet pour la santé. Puis pour le recyclage, ça va bien se faire. Et les nouvelles versions de batteries qui vont arriver dans l'avenir, ce qu'on appelle les piles sèches, je pense que ça va être encore moins dangereux et que ça va être plus facilement recyclable. Merci, Jacques. Plaisir, Daniel. Ben oui. On se reparle la semaine prochaine. Absolument. Ben oui. Voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle mardi soir prochain à 21h30 pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile.
4 concessions à votre service, même le samedi.